Chapitre 1. Quand ils avaient senti les premières secousses, ils avaient d'abord cru qu'elles provenaient de l'aéroport ou du métro. Ils venaient de petites bourgades loin de la capitale, alors tout pour eux, simples ruraux qu'ils étaient, les surprenait. Forcément, quand le sol s'était mis à vibrer et à gronder, ni les enfants ni les adultes qui les accompagnaient ne s'étaient inquiétés. La guide, cependant, avait automatiquement cessé ses explications, avait tendu l'oreille et écarquillé les yeux. Elle s'était excusée et s'était éloignée afin de contacter ses collègues avec son talkie-walkie. La plupart des jeunes n'avaient pas encore réalisé qu'il se passait quelque chose de grave. Ils commençaient à chahuter. Mais les élèves les plus proches de la tête du groupe et les professeurs s'étaient dévisagés. En prêtant attention aux vibrations qui ne cessaient pas, ceux-ci avaient compris que les tremblements du sol et leurs échos dans les murs étaient anormaux. La guide était rapidement revenue et leur avait demandé de se diriger calmement vers la sortie. Les jeunes du fond n'avaient toujours pas réalisé la gravité de la situation et se félicitaient de quitter le musée qui les ennuyait. Mais elle, la nouvelle, elle sentait que les choses allaient empirer et elle ne pensait qu'à son bébé. À l'entrée, les professeurs s'entretenaient avec le personnel du musée. Elle sortit alors son téléphone et tenta de joindre sa mère. Les appels ne passaient pas. Elle secoua machinalement son appareil en regardant autour d'elle. Les autres élèves se plaignaient de ne plus pouvoir accéder à leur réseau. Elle se rapprocha des professeurs et réalisa à quel point ils étaient soucieux. Elle écoutait leurs conversations teintées d'inquiétude. Elle entendit les mots bombardement, attentat et accident nucléaire. Les adultes avaient finalement pris la décision de rejoindre rapidement l'hôtel afin d'évaluer la situation et d'organiser la suite des événements, et commencer à regrouper les élèves pour sortir. Elle chercha sa professeure principale, celle avec laquelle elle avait le plus d'affinité, celle qui l'avait si bien soutenue au décès de son père, survenu au début de l'année, et lorsque sa mère avait perdu pied. Leurs regards se croisèrent. La femme tenta de la rassurer en lui souriant, mais elle n'était pas dupe. Les portes automatiques s'ouvrirent devant eux. Les vibrations du sol ne faiblissaient pas. Le grondement semblait même s'intensifier. Le son était impressionnant. Le groupe sortit, et alors qu'il avait à peine progressé de quelques pas, le sol se mit à imploser comme si des mines avaient été placées sous les trottoirs, les routes et les bâtiments. Partout. Certains élèves se volatilisèrent soudain, expulsés par les explosions. D'autres, happés par les souffles des déflagrations, s'effondrèrent au sol, tandis que d'autres encore furent plus ou moins gravement blessés par des débris de toute taille et de différentes matières. Un vent de panique s'abattit sur tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la rue. Des chiens rompirent leurs laisses, des cris fusèrent, et la plupart des gens se mirent à courir. Certains restèrent sidérés sur place, tandis que de rares personnes cherchaient à aider ceux qui pouvaient encore l'être, attrapant les personnes qui avaient été projetées au sol du mieux qu'elles le pouvaient. Les explosions s'enchaînaient ici et là, les voitures étaient éjectées dans les airs et retombaient parfois sur le dos, ou s'encastraient violemment les unes dans les autres. Il y avait du rouge, beaucoup de rouge, dans chaque scène. Le professeur en tête du convoi entra finalement dans un bâtiment dont les portes étaient ouvertes et grimpa les escaliers de marbre jusqu'à l'étage, suivi par les élèves les plus rapides. Quant à elle, elle était de ceux de l'arrière. Elle avait vu le champion de handball du lycée disparaître, soulevé dans les airs, et avait eu à peine le temps de se demander où son corps était retombé, que des éclats avaient pulvérisé le visage d'un lycéen qui marchait le long des vitrines. Elle avait commencé à courir, et s'était écrasée contre le garçon qui se trouvait devant elle, tétanisé par l'horreur de la situation. Elle l'avait contourné et secoué, et lui avait hurlé de courir. Et puis elle avait vu sa professeure tomber un peu plus loin et se faire piétiner par un homme en panique. Tous semblaient perdre la tête. Elle avait empoigné sa prof, l'avait fixée dans les yeux et lui avait crié qu'elle devait se relever, qu'il fallait y aller. Sa voix avait été couverte par le bruit des détonations et par les cris, mais la femme avait compris. Elle s'était mise à courir ensemble, en se tenant la main, et avait rattrapé le groupe dans les escaliers de marbre. Un dernier coup d'œil en arrière lui avait indiqué que des feux avaient pris un peu partout, tandis que des bouches à incendie avaient sauté et arrosé le périmètre autour d'elle. Des gens hurlaient, le ciel devenait noir. Ils restèrent quelques heures prostrés à attendre dans ce bâtiment un ancien hôtel de luxe transformé en résidence. Peut-être le sol de marbre les avait-il un peu protégés. Toujours est-il qu'ils étaient restés cachés, à l'abri du couloir de l'étage. Les explosions avaient fini par s'espacer, et les cris aussi.
Des gens qui se trouvaient dans l'immeuble au moment où tout avait commencé les avaient rejoints dans l'ombre des couloirs, craignant que les plafonds ne s'effondrent sur leur tête. Lorsque la situation sembla enfin s'apaiser, un professeur et un élève se risquèrent à descendre en repérage. La nuit était tombée. Seuls des feux qui brûlaient çà et là les éclairaient. Des odeurs infectes de chair carbonisée, de plastique et de matières chimiques leur arrivaient aux narines par vagues. Au loin, un énorme brasier illuminait le ciel. La route était détruite. Les fenêtres avaient explosé. Du verre jonchait le sol. Des voitures étaient restées là, en tous sens, sur la chaussée, et des formes inertes qui semblaient être des corps étaient disséminées un peu partout. Il n'y avait pas de traces des conducteurs, ni des passagers, ou de piétons encore en vie. Il n'y avait plus dans la rue âme qui vive. Tous espéraient que d'autres avaient comme eux trouvé refuge. Dans le couloir, seuls des chuchotements, des prières et des sanglots étouffés se faisaient entendre. Quelques-uns tentaient régulièrement d'utiliser leur téléphone, tant qu'ils avaient de la batterie, illuminant temporairement leur cachette. En vain. Il n'y avait plus de réseau ni d'électricité pour les charger. La nuit avait été ponctuée d'explosions dans tous les coins de la ville. Les cris s'étaient enfin tus. Mais ils entendaient toujours des craquements sinistres, des écroulements, et le bruit du feu qui dévorait tout sur son passage, suggérant le souffle d'un monstre impitoyable. Au matin, le ciel, comme tombé sur la métropole, était lourd et gris. Les nuages se mêlaient à la fumée, et on ne voyait rien au-delà du trottoir. Sans les téléphones et le vieux réveil apporté par l'un des locataires, ils n'auraient pas su si c'était le jour ou la nuit, tant il faisait sombre. Et puis les nuages se mirent à craquer, de violents orages éclatèrent. Des trombes de pluie se déversèrent sur la ville. L'odeur de l'asphalte envahissait l'hôtel. Les grondements du tonnerre étaient assourdissants, des grêlons de la taille de balles de ping-pong martelaient les bâtiments. Les éclairs fusaient, et les murs tremblaient à nouveau. Les jeunes se serraient les uns aux autres dans le noir du couloir. Les habitants qui ne les avaient pas encore rejoints s'étaient finalement résolus à s'installer avec eux, et les professeurs faisaient de leur mieux pour rassurer les élèves, endossant les rôles de protecteurs et de décideurs, en étant eux-mêmes dans un état de stress extrême. Ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre, mais l'angoisse était insupportable.